Bonjour et bienvenue dans Calma, un lieu où l'on écoute, où l'on se détend et où l'on s'endort. Ce soir, nous vous proposons une version rêveuse du conte classique La Belle et la Bête. Une histoire parfaite pour l'automne qui vous mènera doucement vers un sommeil paisible. Prenez un moment pour vous installer et laissez derrière vous toute inquiétude persistante dans votre corps ou votre esprit. Mettez-vous à l'aise et tandis que vous vous abandonnez à la quiétude, laissez votre respiration s'allonger légèrement, surtout à l'expiration. Concentrez-vous autant que possible sur votre souffle. Laissez le rythme lent et régulier de l'air devenir une expérience apaisante et pleine de conscience. Lorsque je m'adresse à vous avant chaque histoire, j'essaie de dire les mots que j'aimerais entendre si c'était moi qui m'endormais en écoutant cette émission. J'ai toujours trouvé le processus de l'endormissement plutôt difficile et il m'arrive encore d'avoir des nuits agitées, mais j'ai appris à rester calme et à ne pas me laisser stresser lors de ces moments difficiles. Oui, le lendemain peut être un peu plus éprouvant, mais s'énerver ne fait qu'accroître l'éveil. Alors, souvenez-vous, en écoutant ce soir, vous pouvez utiliser votre respiration pour apaiser tout stress, tension ou inquiétude. C'est une méthode simple mais efficace pour calmer le système nerveux et vous guider vers une nuit de sommeil réparateur. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous combinez ces respirations profondes avec une histoire douce et envoûtante comme celle-ci, un conte aussi vieux que le monde. Alors, sans plus attendre, laissez-vous glisser dans l'univers féerique de La Belle et la Bête. Il était une fois un marchand nommé Laurent qui avait mis toute sa fortune dans une flotte de navires pour finalement tout perdre en mer. Étant veuf, il n'avait pas à annoncer cette nouvelle à une épouse, mais il avait 6 enfants, habitués à une vie relativement privilégiée. Lorsque les créanciers frappèrent à sa porte et que la rumeur de leur ruine se répandit, la plupart d'entre eux prirent la nouvelle très mal, alors que les jours passaient sans que les navires n'apparaissent au port. Laurent dut vendre leurs meubles précieux, leurs carrosses et même les bijoux et robes coûteuses de ses filles. Ils durent abandonner leur riche demeure pour une humble chaumière en bordure du village. Laurent s'absentait souvent pour rencontrer des associés et tenter de reconstruire son commerce. Pendant ses voyages, ses enfants, 3 garçons et 3 filles, devaient se débrouiller seuls. Bien que pratiquement adultes, les 3 fils et les 2 aînés étaient bien inutiles pour les tâches pratiques. Ils étaient habitués à une vie d'études et de luxe oisif. La cadette, prénommée Camille, était la seule à se porter volontaire pour les corvées domestiques depuis qu'il n'avait plus de serviteurs, peut-être à cause de son jeune âge ou de son tempérament plus doux et résilient.
qu'il en soit, Camille fit de son mieux pour apprendre les bases de la gestion d'un foyer. Contrairement au reste de la famille Laurent, peu apprécié, au village, Camille n'avait pas beaucoup d'amis. Pire encore, ses 5 aînés ne firent aucun effort pour s'adapter. Ils ne tentèrent pas de se rendre utiles ou de se concilier les voisins qui auraient pu les aider. Camille, elle, demanda conseil aux villageois pour apprendre des compétences nouvelles. Cuisiner, coudre, jardiner, élever des poules. Leur méfiance se transforma en affection sincère devant sa volonté d'apprendre et sa diligence. Ainsi, peu à peu, elle devint le ciment qui maintint le foyer des Laurent, tandis que ses frères et sœurs luttaient contre leur sort, incapables de changer. Camille veilla à ce que la maison reste propre et que le repas soit toujours servi. Un jour, après près de 2 ans de cette vie, Laurent reçut une lettre. L'un de ses navires perdus était réapparu au port, sa cargaison presque intacte. La famille exulta, les 5 aînés proclamant que leur vie parmi les villageois touchait enfin à sa fin. Camille se réjouit pour eux, mais la nouvelle ne lui sembla pas aussi capitale qu'aux autres. Elle avait appris à aimer leur chaumière, son jardin ordonné et l'odeur réconfortante du pain frais. Bien qu'elle fût heureuse de les voir soulagés, elle n'était pas certaine de vouloir retrouver leur ancienne vie d'oisiveté. Elle était devenue une personne qui aimait se sentir utile. Pour récupérer ses biens, Laurent devait se rendre au port à cheval. Un voyage de 2 jours. Là-bas, il pourrait récupérer sa fortune et engager une voiture confortable pour le retour, anticipant leur retour à l'aisance. Il demanda à chacun quel cadeau il souhaitait de la ville. Les aînés exigèrent des parures, souliers de soie à boucles étincelantes, chapeaux ornés, capes de velours, fourrures et joyaux. Seule Camille resta silencieuse, semblant réfléchir intensément. Lorsque son père l'invita à parler, elle hésita brièvement. « En vérité, père, dit-elle, j'ai toujours rêvé de voir une rose. Elles ne poussent pas dans notre région et elles sont si exotiques et coûteuses. Si vous pouviez m'en rapporter une seule de n'importe quelle couleur, ce serait merveilleux. » Il rit de ce caprice, mais accepta volontiers. En secret, il songea à lui offrir aussi un collier ou quelques babioles. Le matin du départ, le temps était clément. Camille prépara soigneusement ses sacoches de voyage et lui fit ses adieux avec un sourire un peu larmoyant. Les autres furent plus désinvoltes, habitués au voyage paternel. Ils ne pensaient qu'au cadeau promis. Alors qu'ils s'éloignaient sur le chemin forestier, tacheté de soleil, Camille resta seule devant la chaumière jusqu'à ce qu'il disparaisse. Une étrange appréhension l'étreignit, mais elle n'en parla pas. Après tout, leur fortune semblait enfin tourner. Pendant que les enfants attendaient à la maison, Laurent se rendit au port, plein d'espoir.
Certes, ses pertes restaient lourdes, mais avec cette cargaison, il pourrait relancer son affaire, peut-être reconstituer sa flotte. Il rêvait déjà des épices, soieries et autres trésors qu'il pourrait importer. Ce fut donc un choc d'arriver et de voir ses espoirs anéantis. Le navire était bien là, sa cargaison sauve, mais la nouvelle de son retour s'était répandue et ses créanciers avaient agi vite. Lorsque Laurent réclama ses biens, ils avaient déjà été saisis pour payer ses dettes. Il supplia enfin, marchand après marchand, demandant un délai, mais rien n'y fit. Au final, il était sans dette, mais les mains vides, plus un sou à investir, et encore moins pour les cadeaux promis, trop abattu pour rester en ville, sans même prendre de provisions ou envoyer un message. Il remonta sur son cheval fourbu et reprit la route campagnarde. À quelques heures du port, la nuit tomba, et avec elle, l'orage. Les éclairs déchiraient le ciel, le vent arrachait les branches. Affolé, son cheval quitta la route pour s'enfoncer dans une forêt inconnue. Trop tard, Laurent réalisa son imprudence. Il chercha désespérément un abri, une grotte, n'importe quoi, tandis que la tempête rugissait. Il ne sut jamais combien de temps ils errèrent. Enfin, il aperçut un haut mur de pierre. Il poussa son cheval, espérant trouver une maison. Mais ce n'était pas une maison, c'était l'enceinte d'un domaine. Un portail de fer, imposant, était légèrement entrouvert. Sans se soucier des convenances, Laurent poussa la lourde grille et fit entrer sa monture. Ensemble, ils suivirent une allée pavée qui s'enfonçait dans les ténèbres tourbillonnantes, avec les feuilles qui volaient et la pluie qui cinglait. Laurent distinguait à peine la masse sombre qui se dressait devant lui. Un manoir, sans aucun doute, avec une approche majestueuse et de hautes fenêtres. Un lieu intimidant où arriver sans invitation. Mais il n'avait pas le choix. Il attacha son cheval dans un renfoncement abrité et marcha jusqu'à la porte principale. Le heurtoir de fer résonna dans le hall comme un écho du tonnerre. N'obtenant pas de réponse, il poussa la porte de toutes ses forces et faillit tomber dans le vestibule. À terre un instant, il écouta la pluie fouetter les marches. Au moins son cheval était à l'abri. Se relevant, il distingua un vaste hall avec un double escalier courbe, des armures en sentinelle et des portes richement sculptées, un silence de cathédrale. Mais une lumière filtrait sous les portes. Après quelques appels timides, il avança et poussa les battants. À l'intérieur, un feu crépitait dans l'immense cheminée. Une table était mise pour un convive. Plat, simple, carafe et verre. Des fauteuils profonds, des livres empilés, mais aucun autre. Laurent s'assit mal à l'aise. Bientôt, l'odeur du pain et de la viande rôtie
ailleurs. Il but une gorgée du breuvage, délicieux, et vida son assiette. Oui, l'hôte était parti, il s'expliquerait au matin. Repos, il vida la carafe tandis que les flammes dansaient. Puis, il sortit la lettre parlant de son navire retrouvé. Quel contraste avec son désarroi actuel. Il la laissa tomber sur la table, sans même s'en rendre compte. Il sombra dans le sommeil. Il dormit d'une traite. À son réveil, il mit un moment à se souvenir où il était. Le feu était éteint, la vaisselle du dîner encore là. L'hôte n'était toujours pas rentré. Honteux de son intrusion, il décida de partir discrètement. Après tout, le repas aurait été perdu de toute façon. Il se leva et traversa la pièce. Dans la pénombre du hall, il marcha sur la pointe des pieds entre les armures, comme si elles pouvaient s'animer. Les tapis des escaliers étaient poussiéreux. Le lieu semblait abandonné depuis longtemps. Il ouvrit péniblement la lourde porte et se faufila dehors. S'échapper ainsi lui donnait l'impression d'être un voleur, mais il voulait oublier cet épisode humiliant. Son cheval l'attendait, sain et sauf. Il lui donna une pomme des provisions de Camille, puis le mena vers l'allée. En se retournant, il vit le château se découper dans la lumière naissante. Un long bâtiment rectangulaire, avec des ailes symétriques. Les fenêtres hautes et étroites semblaient le regarder depuis les 2 étages. Alors qu'il approchait du portail, il remarqua une tonnelle envahie de rosiers. Au centre, un buisson couvert des plus belles roses qu'il eût jamais vues. Soudain, il se souvint de sa promesse à Camille. Résolu à la tenir, il coupa toutes les roses avec son couteau. Une seule ne suffirait pas. Si absorbé qu'il n'entendit pas les pas approcher, mais en se relevant, il sentit un regard sur lui. Se retournant, il vit un homme ou quelque chose y ressemblant, grand, couvert de poils, avec une carrure anormalement musclée. Vêtu d'une chemise froissée, il paraissait furieux. « Que faites-vous » gronda-t-il d'une voix rauque. Laurent, pétrifié, balbutia qu'il croyait l'endroit abandonné, que ces roses ne seraient pas manquées devant le regard noir. Il ajouta faiblement qu'il les avait promises à sa fille. L'homme piste écouta, impassible, puis se redressa de toute sa hauteur. « Vous avez abusé de mon hospitalité, mangé mon dîner, dormi dans mon fauteuil. Tout cela, j'étais prêt à l'oublier. Mais vous avez pris chaque fleur de mon rosier le plus cher, un trésor inestimable à mes yeux. Vous me devez réparation. » Laurent secoua la tête. Il n'avait rien à offrir. « Alors vous travaillerez pour moi, » dit l'homme. « J'ai besoin de serviteurs. Mais monsieur, j'ai 6 enfants. Vous ou l'un des vôtres, prenez ces roses. Elles ne me sont plus utiles. Revenez dans une semaine avec votre décision. Sinon, je vous retrouverai. » Sur ce,
feu, il tourna les talons. Laurent n'eut d'autre choix que de rentrer avouer sa faute. Le chemin du retour lui sembla interminable. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, mais son cœur était lourd. Cette nuit-là, autour de la table, il raconta tout. La ruine, le château, sa dette. Les aînés se plaignirent. Comment survivre sans lui? Seule Camille resta silencieuse. Puis, à la surprise générale, elle prit la parole. J'irai à ta place, père. Les yeux de Laurent s'emplirent de larmes. Elle argumenta avec une logique imparable. Lui était indispensable à la maison. Elle, non. De plus, elle avait des compétences ménagères. Il n'y a pas d'autre solution raisonnable, conclut-elle. Elle prépara ses modestes affaires. Alors que sa rose fanait, elle la pressa dans un livre en souvenir. Le jour du départ, le temps était clair. Ils chargèrent un petit chariot tiré par leur fidèle cheval. Le voyage durerait 2 jours, avec une halte à l'auberge. Ses frères et sœurs les regardèrent partir, soulagés, mais avec une certaine admiration. Le premier jour fut paisible, mais le second, venteux et gris, quand Laurent reconnut le chemin du domaine. Son cœur se serra. « Ne t'inquiète pas, père, » dit Camille avec un sourire rassurant. « Je suis capable, je m'en sortirai. » Arrivés au portail, il l'ouvrit une dernière fois. Camille contempla les jardins sauvages et les murs imposants du château. Pour une fille de village, c'était écrasant. Les pierres elles-mêmes semblaient dormir, comme attendant d'être redécouvertes. En frappant, ils furent accueillis par un garçon d'une douzaine d'années, vêtu simplement. « C'est vous, le nouveau serviteur ?» Laurent présenta Camille. Le garçon, Gabriel, lui fit signe d'entrer, puis disparut avec son coffre. L'adieu fut poignant, mais digne. Une fois le chariot parti, Camille resta dans le hall glacial, frissonnant malgré elle. Gabriel la conduisit à sa chambre. Une pièce magnifique, avec un lit à baldaquin et une fenêtre cosy. Il alluma le feu et se présenta. « Je m'occupe du baron. Je suis content que tu sois là. C'est parfois bien solitaire. » Il expliqua que le baron la recevrait le lendemain. Pour l'heure, il lui apporta un simple souper. Épuisée, Camille s'endormit rapidement. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle suivait un chien dans les couloirs sombres. L'animal disparaissait derrière une porte pour laisser place à un homme assis à un bureau qui commençait à se retourner. Elle se réveilla en sursaut. Au matin, Gabriel apporta son petit déjeuner et un message. Le baron l'attendait dans son étude. 1 heure plus tard, elle frappa à la porte. Un homme massif, couvert de poils, au visage sévère, l'accueillit. « Je vois que c'est vous qui remplacerez votre père, dit-il.
savez-vous tenir une maison? Camille acquiesça. Il sembla satisfait et lui tendit un trousseau de clés. Gabriel s'occupe du strict nécessaire, mais c'est trop pour deux. Ces clés ouvrent presque toutes les portes, bien que peu de pièces soient utilisées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Je passe mes journées ici ou à la bibliothèque. La tâche était colossale, mais Camille ne protesta pas. En la congédiant, il ajouta: « Nous dînons à 7 heures. Vous me tiendrez compagnie. » Dans le hall, elle examina les clés, impressionnée. Gabriel apparut alors, proposant une visite. Ainsi commença sa nouvelle vie. Elle apprit que le baron vivait seul depuis des années. Son apparence effrayante lui valait la méfiance des villageois. Gabriel était son seul lien avec l'extérieur. « Il est juste et bon », affirma le garçon. Le château comptait des dizaines de pièces poussiéreuses, mais seules quelques-unes étaient utilisées. La cuisine, l'étude, l'entrée. Et puis, il y avait la bibliothèque. Quand Gabriel lui en entr'ouvrit la porte, Camille en eut le souffle coupé, des rayonnages montant jusqu'au plafond, des échelles roulantes, des reliures en cuir de toutes les couleurs. Le baron y passait ses journées, entouré de livres ouverts et de fauteuils patinés. « Je dois toujours garder le feu allumé, » dit Gabriel. Camille imagina s'y perdre, respirant le parfum du papier et de l'encre ancienne. C'était enivrant. Camille savait que la seule façon de progresser dans cette maison négligée était de choisir un endroit et de commencer. Ce premier jour, elle et Gabriel dépoussiérèrent le hall d'entrée et nettoyèrent la cuisine. Gabriel et le baron y préparaient depuis longtemps des repas simples, mais l'espace avait grand besoin d'attention. Camille n'était pas une cuisinière experte, mais elle prit plaisir à redonner son éclat à la pièce. Elle envoya Gabriel au village avec une liste de fournitures à livrer. Puis, debout dans la cuisine silencieuse et majestueuse, elle se mit au travail. Les plans de travail abandonnés furent débarrassés de leur poussière. Casseroles et poêles retrouvèrent leur brillant. L'espace froid et vide sembla s'animer à nouveau. Lorsqu'il fut l'heure de dîner avec le baron, elle avait préparé un simple poulet rôti. Rien de compliqué, mais elle en était fière. N'ayant guère le temps de se préparer, Camille regagna sa chambre. Gabriel y avait ravivé le feu et elle utilisa sa cruche et sa cuvette pour se rafraîchir avant d'enfiler sa plus belle robe. En approchant de la fenêtre pour tirer les rideaux, elle s'arrêta, scrutant les ténèbres du dehors. La cour reposait dans un silence attentif. Rien ne bougeait, pas même un oiseau, comme si les lieux étaient sous un enchantement de quiétude. Elle ajusta pensivement les lourds rideaux de velours avant de s'éloigner. Il y avait tant à découvrir ici.
mangea-t-elle. Allumant une bougie, elle descendit le couloir où la lumière déclinante tissait des ombres soyeuses. Puis, les larges escaliers, les hautes portes de la salle à manger étaient ouvertes. Un espace bien trop vaste pour 2 personnes. En d'autres temps, il avait sans doute accueilli des fêtes étincelantes et des dîners fastueux. Levant les yeux, elle admira le lustre de cristal qui planait comme un dais étoilé. Gabriel avait dressé 2 couverts à une extrémité de la longue table où le repas était servi. Elle était la première arrivée. Elle n'eut pas à attendre longtemps. La silhouette massive du baron apparut maladroitement dans l'embrasure. Il s'immobilisa, inclinant brièvement la tête en guise de salut, puis désigna les 2 places d'un geste. Camille s'installa volontiers sur l'un des sièges capitonnés. « Je vois que vous avez travaillé dur aujourd'hui avec Gabriel, » remarqua le baron, soulevant un sourcil devant le copieux dîner. Ces dernières années, il a porté seul bien des fardeaux. Je me réjouis que vous soyez là pour l'épauler. Camille hocha la tête, incertaine de sa réponse. « Quand devrais-je, monseigneur ?» Elle s'interrompit lorsqu'il secoua la tête. « Je vous en prie, appelez-moi simplement Antoine, » répondit-il. « Je ne suis plus le seigneur de rien, seigneur de ce château et de son amas de reliques poussiéreuses. » plaisanta-t-il sombrement, puis, la regardant dans les yeux, « Je regrette que vous soyez venu ici dans de telles conditions, mais j'espère que vous serez à l'aise. Je m'efforce d'être juste et votre compagnie m'est précieuse. » Camille esquissa un bref sourire. « Souhaitez-vous que je range la bibliothèque demain? Je ne savais pas si vous désiriez que j'y entre. » Antoine réfléchit un instant avant d'acquiescer. « Vous pouvez emprunter n'importe quel livre, » ajouta-t-il. « Comme le disait Descartes, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus beaux esprits des siècles passés. Ma bibliothèque a cette capacité étrange de vous offrir tout ouvrage dont vous pourriez rêver. C'est plutôt magique en ce sens. » Surprise par cette offre généreuse et ses manières civilisées, Camille observa son employé à l'apparence si singulière. Après seulement un jour ici, sa perception de la situation commençait à changer. Elle était la maîtresse d'une grande demeure, libre d'organiser son travail, et venait de se voir ouvrir les portes d'une bibliothèque immense. Ce revirement du sort ne serait peut-être pas aussi funeste qu'elle l'avait craint. Elle contempla son assiette à la lueur dansante du feu, n'entendant que le cliquetis des couverts sur la porcelaine. Ils parlèrent peu durant ce dîner, achevant leur repas dans un silence respectueux. Plus tard, niché entre les draps immaculés de son lit à baldaquin, Camille se sentit pleine d'espoir. Ce domaine isolé recelait sans doute bien des mystères, et elle se réjouissait de les découvrir. Se tournant sur le côté, elle regarda une fois encore
invisible réchauffait les murs. Elle le sentait. Le lendemain, après avoir rangé la cuisine, Camille s'approcha prudemment de la bibliothèque, sachant Antoine dans son autre étude. C'était l'occasion d'explorer cette merveille. Sous couvert de nettoyage, un plumeau à la main, elle commença à circuler méthodiquement entre les piles de livres et les tables, s'attaquant aux surfaces négligées. Alors qu'elle s'apprêtait à déplacer quelques volumes, Antoine apparut sur le seuil. Évitez de déranger les piles ou d'ouvrir les livres, demanda-t-il. Camille s'excusa, reculant. Inutile, la rassura-t-il. Je sais que cela semble désordonné, mais mes recherches en cours, lui, il s'enquit. Avez-vous choisi un ouvrage? Elle avoua se sentir indigne de lire ses œuvres savantes. Antoine sourit. Savoir que l'on ne sait pas, voilà la vraie sagesse. Voyant son incompréhension, il ajouta avec un clin d'œil, sagesse socratique bien sûr. Il prit un petit volume et le lui tendit. Ces dialogues posent 1000 questions. Comme lui, interrogez-vous. Camille accepta le livre avec gratitude. « Je vais me retirer, dit-elle, mais avant, serait-il possible d'engager des villageois pour entretenir les jardins avant l'hiver ?» Antoine eut un haussement d'épaules mélancolique. Si Gabriel trouve des volontaires, mais la plupart craignent ces murs, des rumeurs absurdes courent sur mon compte. Comment le supportez-vous? S'indigna-t-elle. Jadis, j'étais beau mais vaniteux. Le mépris d'aujourd'hui paie cette folie. Camille n'insista pas, mais résolut de percer son mystère. Pour l'heure, elle avait hâte de lire Socrate. Elle s'adapta vite à sa vie de gouvernante, y trouvant même un bonheur inattendu. Par persuasion et menue monnaie, elle convainquit Gabriel d'embaucher des jardiniers à une condition, épargner le rosier du pergola planté par la mère d'Antoine. Elle regretta presque leur venue en entendant leur moquerie. Un vrai monstre, vivant comme une bête. Mais son argent, lui, est bon. Antoine, à la fenêtre, avait tout entendu. J'y suis habitué, dit-il simplement. Comment ne pas les haïr? S'exclama Camille. Il cita Shakespeare. N'attise pas trop les braises de la colère, tu pourrais t'y brûler. Puis, souriant, lisez-le. Ces pièces sont excellentes. Malgré ses tâches, Camille explorait le château. Un jour, elle découvrit une chambre intacte, flacon de parfum scintillant, robe de soie d'une autre époque, et dans un tiroir, un saphir étincelant. Elle referma tout avec délicatesse, comme refermant un portail vers un passé heureux. Elle écrivait régulièrement à son père, lui envoyant même de l'argent lorsqu'Antoine insista pour la rétribuer. Comme gouvernante, elle s'épanouissait, chérissant la bibliothèque et la compagnie inattendue du baron. Parfois, en croisant un miroir,
Antoine lui apparaissait sous des traits normaux avant que l'illusion ne se dissipe. Magie des lieux, songeait-elle, amusée. Contrairement à son village natal où l'on repoussait les mendiants, Antoine leur donnait toujours quelques pièces. Pourquoi ? Interrogea-t-elle. Le magnanime ne demande rien, mais se plaît à donner, cita-t-il. Aristote, bien sûr, puis Hammer. Mon passé exige que j'apprenne la magnanimité. Un soir, près de l'âtre, il lui raconta tout. Sa mère adorée, sa vie dissolue après sa mort, et cette mendiante qu'il avait repoussée lors d'une fête. Elle me maudit, tu ne seras aimé que lorsque tu auras trouvé l'humanité en toi. Depuis, je cherche dans les livres. En vain. Camille comprit alors. Ce n'était pas la sagesse des pages, mais sa propre transformation en homme bon qui briserait. Le sort, l'hiver passa. Au printemps, une lettre annonça le mariage de sa sœur. Antoine, bien que réticent à affronter les regards, l'accompagna. Le voyage fut charmant, mais à leur arrivée, les villageois ricanèrent. Avec ce visage qui voudrait de lui, Camille, exaspérée, leur fit front. Antoine vaut 1000 fois plus que vous tous. Et soudain, il changea. Sous leurs yeux, la bête devint un homme. Le village, comme ensorcelé, l'accueillit normalement. Le charme était rompu. Sous le pergola, au crépuscule, Antoine lui offrit le saphir qu'elle avait admiré. Comme l'a dit Copernic, au centre de tout se trouve le soleil. Vous êtes ce soleil. Ils se marièrent parmi les rosiers, dans ce château désormais vivant. Par la patience, la bonté et l'amour, ils avaient trouvé le bonheur.